Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de la matinale si vous venez de nous rejoindre. Et nous sommes le mardi 25 octobre. À venir dans la prochaine demi-heure, il y aura la découverte de la plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement. Elle permet d'aider les familles à la prise en charge précoce. La famille du petit Nolan, 4 ans, nous a ouvert ses portes. Dans le journal également, cette belle surprise que le Fontenay Karaté Shotokan a organisée à sa championne Marie-Lou Cochard avant son départ pour les championnats du monde. Il faut dire que la karatéka a intégré son club dès le plus jeune âge. C'est un petit peu l'enfant prodige. Enfin, nous aurons une conversation avec des membres de l'association d'accueil de réfugiés du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils recherchent de nouveaux bénévoles, notamment pour aider administrativement les réfugiés. C'est le gros morceau de cette association. Ce sera à découvrir dans notre chronique Assaut du jour. Mais avant, on jette un œil à la météo de ce mardi. Le ciel sera voilé aujourd'hui et les nuages vont s'épaissir au fil des heures et rendre le ciel encore un peu plus terne. Côté température, vous le voyez, il faudra compter entre 12 et 13 degrés pour le matin. Les chanceux sur les îles pourraient avoir jusqu'à 16 degrés. Enfin, dans l'après-midi, les nuages seront de plus en plus présents, rendant le ciel très nuageux, voire couvert. Les températures oscilleront entre 20 et 21 degrés. On regarde maintenant les marées de ce mardi. La basse mer sera atteinte à 11h15 et 23h38. Pour la pleine mer, il faudra attendre 17h24. Du côté des coefficients, nous serons à 92-95. On n'oublie pas de se rapprocher de l'heure de la marée basse pour franchir le passage du Gois. Allez, si vous avez envie de faire votre marché à présent, regardons sur notre fameuse carte où est-ce qu'il faut vous rendre. Eh bien, vous pouvez vous déplacer du côté des Lucs sur Boulogne, de l'Aiguillon-sur-Mer, de Brême-sur-Mer ou Bretignolles-sur-Mer si vous êtes côté mer. Plus dans les terres, il y aura évidemment Chaland avec les Halles, Chantonnay, le château d'Olonne ou encore Mortagne-sur-Sèvre ou Moutier-les-Mauffets. On jette aussi un œil à notre éphéméride. Nous fêtons aujourd'hui les Darias et les Doras, ainsi que les Crépins. Et le proverbe du jour, le voici: à la Saint-Crépin, la pie monte au sapin. Ça peut toujours servir de le savoir. Le soleil se lèvera aujourd'hui à 8h26. Ah, il vient tout juste de se lever. Et il se couchera à 18h42. Si on fait les calculs, on perd donc encore aujourd'hui 3 minutes d'ensoleillement. L'hiver approche à grands pas, dites donc. Allez, on passe au journal. Poser un diagnostic des troubles autistiques a longtemps été un parcours du combattant pour les familles. Ainsi sont nées les PCO, des plateformes de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement, une sorte de guichet unique au sein duquel les familles peuvent être orientées vers les bons professionnels. En Vendée, cette plateforme est portée par l'AVEDIP. Alix Lanos a rencontré une famille pour nous. T'as attrapé un rouge ? Oui. Avec la pince ? Et on vient le mettre ? Super. Marie vient toutes les semaines au domicile de Nolan pour une séance d'ergothérapie. À travers différents jeux, la professionnelle aide le petit garçon de 4 ans qui souffre d'un trouble du spectre autistique à gagner en autonomie. Alors là, l'objectif, c'est qu'en fait, on vient travailler avec la petite pince. Ça permet de renforcer les muscles de la main pour après préparer en fait toute la main à l'écriture. Le grand. Et l'autre main, elle fait le grand aussi ? Oui. Nolan, qui ne parlait pas du tout il y a encore un an, a fait d'énormes progrès. Il faut dire que le petit garçon a pu bénéficier d'une prise en charge particulièrement précoce. Dès ses 3 ans, sa maman s'est tournée vers la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation lancée en Vendée fin 2020. L'idée, proposer un guichet unique pour les troubles du neurodéveloppement chez les 0-6 ans, faciliter le diagnostic et les interventions précoces. Il serait qu'on a été accompagné, on nous a dit il faut prendre rendez-vous avec telle personne, là vous voyez ça. Donc on s'oriente plutôt vers un TSA, donc au niveau de l'autisme. Donc on va passer ce bilan-là par rapport au TSA. Enfin, on a été complètement orienté à chaque fois, donc c'est vrai que déjà même au niveau charge mentale, puis on nous a demandé comment ça allait, comment on prenait tout ça, le diagnostic, aux petits soins. La PCO peut ainsi orienter les parents vers 46 professionnels conventionnés répartis sur tout le département afin de répondre aux besoins des enfants au plus proche de chez eux. Depuis le début de l'année, là en janvier, il a été accompagné au niveau orthophoniste, psychomotricienne et ergothérapeute. Donc toutes les semaines, il a un rendez-vous. Donc tout est pris en charge financièrement par la PCO.
Un parcours de soins plus fluide, sans avance de frais ni reste à charge. De quoi soulager les familles et gagner du temps dans la prise en charge. C'est gagner du temps, c'est prévenir l'errance diagnostique, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'éviter d'aller dans plein de dispositifs avec dans notre secteur de nombreux acronymes qui ne sont pas toujours lisibles pour les familles. On est vraiment sur un enjeu de précocité. Plus tôt on met en place les interventions précoces de l'enfant, meilleures sont ses chances. Initialement pensée pour accompagner 160 petits Vendéens, la plateforme s'occupe aujourd'hui de 175 enfants. Ils seront accompagnés pendant 1 an à compter de la validation du parcours. En Vendée, la PCO a ouvert en novembre 2020 et accompagne 175 enfants. Elle permet également le financement du reste à charge pour les familles. Le bail réel solidaire a le vent en poupe en Vendée. Les premiers appartements de ce type du département viennent d'être inaugurés. C'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Écoutons les avantages de ce type d'accession à la propriété. Donc Saint-Gilles s'était inscrit très tôt dans ce processus puisque bien sûr on a un problème de logement sur le territoire et on a aussi un problème d'accession à la propriété pour les jeunes. Et le BRS aujourd'hui permet aux jeunes d'accéder à la propriété en étant propriétaires de leur logement mais pas de leur terrain. Et donc forcément ça divise quasiment de 50% le prix de la maison. Nous allons continuer à en avoir sur Saint-Gilles. Nous allons aussi en développer, je disais, sur Chaland. Les tout prochains sont sur les Sables d'Olonne. Et puis La Roche-sur-Yon également. Donc les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon, prochaine livraison de logements en BRS. Au cours de cette année 2022 et 2023, nous sommes à une vingtaine d'opérations pour 180 logements dans l'année qui vient. C'est une belle surprise qu'a organisé le Fontenay Karaté Shotokan à sa championne Marie-Lou Cochard. Alors qu'elle a intégré l'équipe de France et se prépare à participer au championnat du monde en Turquie, le club a invité ses adhérents, parents et sponsors ainsi que des élus à venir la soutenir juste avant son départ. Une surprise totale et touchante. Cyril Guillet était présent. Leur séance d'entraînement tout juste terminée, les jeunes du Fontenay Karaté Shotokan s'affairent pour préparer la venue de Marie-Lou Cochard. On est en train d'installer une aide d'honneur du coup pour notre star. Marie-Lou ! Adhérents, parents, encadrants et sponsors s'étaient donné rendez-vous pour souhaiter bonne chance à Marie-Lou quelques heures avant son départ pour sa première participation au championnat du monde de karaté. Un moment fort en émotion pour le club et pour sa famille qui avait su garder le secret. Il y a effectivement beaucoup d'émotions là. Ça me touche beaucoup de voir autant de monde présent ici pour Marie-Lou. C'est le résultat, on va dire, de tout ce travail. Et puis le travail aussi du club, le travail aussi de l'entraîneur, de tout le monde, quoi. Toutes les personnes qui sont au FKS et qui font que cette belle aventure puisse exister. Je m'attendais vraiment pas du tout. Ça me fait super plaisir et je suis beaucoup émue. Mais merci à tout le monde d'être là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Bon nombre de personnes avaient fait le déplacement pour délivrer leur message de soutien à la jeune fontenaisienne, à commencer par le maire de la commune. On a souvent, grâce au club, beaucoup de résultats dans le championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Championnat de France, bien sûr. Et donc là, c'était pour moi une évidence, en tout cas, de venir encourager Marie-Lou, qui va représenter un peu la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée et puis la ville de Fontenay-le-Comte en Turquie. L'occasion pour le club de ressortir quelques vieilles photos. Et de leur côté, les plus jeunes avaient préparé des dessins pour soutenir leur championne. Je vais lui donner une médaille en papier, comme ça au moins si elle perd, elle aura quand même une médaille. C'était surtout important qu'elle prépare ses championnats du monde en toute sérénité, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient la féliciter, d'autres qui la laissaient un petit peu tranquille pour se préparer. Nous, au club, on a choisi de continuer normalement, la vie normalement, elle a vécu ses entraînements normalement. Alors bien sûr, il y a eu des entraînements perso en plus et tout un suivi avec l'équipe de France, mais globalement, quand elle arrive au club, rien n'a changé. On a essayé vraiment qu'elle continue à s'entraîner comme tout le monde, et donc on lui préparait cette petite surprise parce qu'il y a un moment forcément tout le monde est frustré de ne pas pouvoir aller en Turquie et lui souhaiter bonne chance, tout le monde avait envie de lui dire. C'est chose faite et pour beaucoup non sans émotion. Aujourd'hui, Marie-Lou a déjà rejoint l'équipe de France pour une dernière mise au point. Le début de la compétition est programmé pour ce mercredi à Konya en Turquie. Et voilà Marie-Lou Cochard gonflée à bloc pour remporter le titre championnat.
En voile, des nouvelles de la Golden Globe Race. Elle se poursuit avec une bonne nouvelle pour le Français Damien Guillou. Et ça y est, il a réparé son avarie sur son régulateur d'allure. Le skipper PRB est toujours en retard sur le voilier de tête, celui de Simon Cowen. Mais l'écart continue de diminuer dans l'océan Atlantique. Je vous propose d'écouter le navigateur. Il vous explique les conséquences de cette panne. Et vous allez l'entendre, c'est un réel soulagement de pouvoir compter de nouveau sur son matériel. Quand le vent tourne, quand le vent donne, je me retrouve un peu plus face à la mer. Donc le comportement du bateau change, donc mon réglage n'est plus bon. Donc en fait, dès qu'il y a un changement de force ou de direction, je suis obligé de tout rechanger. Donc c'est un peu, voilà, ça prend un peu de temps, c'est un peu frustrant, mais par moment, j'arrive à trouver un truc cohérent et avoir une vitesse correcte. L'inconvénient, c'est que par moment, je fais des manques à virer. Voilà, faut s'adapter et c'est vraiment naviguer sur un fil, quoi. On est de tout cœur avec Damien Guillou. Au Luxio-Boulogne, l'Historial de la Vendée célèbre la BD. Pour la seconde année consécutive, cet espace de mémoire accueille Histoire de BD, un festival dédié aux bandes dessinées historiques. Cette année, 13 auteurs sont venus de toute la France pour des tables rondes, des dédicaces et des échanges. Retour sur cet événement en compagnie d'Alix Lanos. BD sous le bras, les visiteurs font la queue pour pouvoir passer un moment privilégié avec leur auteur préféré. Échanger avec lui, savoir son travail, voilà, sa méthode de travail, les idées qu'il peut avoir au niveau des bandes dessinées. Donc c'est une richesse en fait. Et puis moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'une BD dédicacée, c'est notre BD. Hein, on la lit avec beaucoup plus de plaisir, je trouve. Du plaisir chez les lecteurs, tout autant que chez les auteurs. Habitués à travailler plutôt seuls sur leurs planches et leurs histoires, ils apprécient tout particulièrement de rencontrer le public. Moi du coup c'est plutôt des familles avec des enfants qui viennent et c'est chouette quoi, d'avoir des retours et de voir que les enfants ont compris l'histoire, se sont attachés aux personnages et sont un peu émerveillés de nous voir, je pense, auteurs dessiner devant eux. C'est hyper chouette. Pour sa deuxième édition, Histoire de BD continue sur la même lancée. La rencontre et le partage d'auteurs de bandes dessinées historiques. Autour de tables rondes et d'ateliers participatifs, les scénaristes, coloristes, dessinateurs partagent ainsi leur vision de l'histoire. C'est une approche de l'histoire de France qui la rend un petit peu plus accessible, plus sympathique, avec un trait d'humour. Alors maintenant, c'est pas réellement des gags, c'est assez dosé parce que c'est quand même, on parle d'histoire, on parle de nos ancêtres, surtout dans le 3e tome qui se rapproche de nous. On ne peut pas se permettre tout. Donc oui, c'est un petit peu pour rendre agréable l'histoire. Et pendant que les parents font la queue pour une dédicace, les enfants sont à l'atelier Lego. Brique par brique, ils vont donner vie à Spirou, au Schtroumpf ou encore Astérix, tous ces célèbres héros de bande dessinée qui les font eux aussi rêver. Alors j'ai choisi le Léonard parce que c'est ma BD préférée, tout comme ma sœur Mélissa. Et du coup on a choisi de le faire en Lego du coup. Patrick Prugne, Thierry Robin, Chris ou encore Cécile Chicot, 13 auteurs avaient fait le déplacement jusqu'à l'Historial de la Vendée pour partager leur amour de la bande dessinée et de l'histoire. Et voilà pour l'actualité du jour. On termine avec les prévisions météo détaillées de ce mardi matin. Le ciel est voilé, les nuages vont s'épaissir au fil des heures et rendre le ciel encore un peu plus terne. À noter que des brumes sont possibles sur le bocage notamment. Le vent reprend une direction sud-est de 20 km/h à l'aube, puis 35 km/h. Les températures, vous les voyez, elles sont en baisse avec 11 degrés sur le sud du département et jusqu'à 13 degrés un peu plus au nord. Les chanceux sur l'île-Dieu pourraient avoir jusqu'à 16 degrés. Et je vous l'annonce, on devrait revoir le soleil ces prochains jours. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour et on démarre avec le plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur le conseil départemental qui tenait sa fin de session trimestrielle. Le moment de faire les comptes et de développer les dossiers plus conséquents.
Nous sommes aujourd'hui prisonniers d'augmentations qui nous tracassent. Ces augmentations sont dues d'une part à cette explosion du coût de l'énergie, à ces augmentations de la matière première, et donc tous nos travaux engagés sont en train de subir cette inflation. Nous avons d'autre part aussi beaucoup d'augmentations dues au Ségur, dues à l'augmentation des points d'indice, c'est-à-dire toutes ces décisions qui ont été prises unilatéralement par nos gouvernants. Néanmoins, nous avons réussi à désendetter globalement le département, et c'est pour cette raison que je veux être optimiste et déterminé pour préparer cette Vendée de demain. Le porteur de projet doit payer des taxes sur ce parc éolien, et ces taxes seront redistribuées entre les communes les plus impactés, avec aussi les pêcheurs, avec aussi l'Office français de la biodiversité et enfin la SNSM. On voit très concrètement qu'il y a un acteur qui a été oublié, qui est pourtant un acteur majeur, c'est le département. Dans cette motion, eh bien, nous demandons à ce que le département soit réintégré. Nous avons cette grande chance d'avoir deux marais extraordinaires, le marais breton, le marais Poitevin, et l'État s'intéresse à nos travaux ici. Nous avons beaucoup travaillé effectivement sur la protection de ces bijoux vendéens. Et nous allons poursuivre. Néanmoins, quand l'État s'intéresse à nous, c'est pour ici plaquer un marais et un parc qui deviendrait national. Or, les enjeux sont tels qu'il nous faut vraiment travailler avec nos populations, avec nos élus locaux. Et lorsque les sujets s'évadent vers Paris, la confiance n'y est plus. Si aujourd'hui la Vendée est tant repérée, c'est parce que nous avons travaillé avec les élus, c'est parce que nous avons travaillé avec les transporteurs, c'est parce que nous avons travaillé avec les agriculteurs, nous avons travaillé avec nos habitants. Et très concrètement, nous avons fait de la pédagogie expliquée pour se dire que ce qui était hier était peut-être bien, mais ce que nous sommes en train d'engager est encore mieux. C'est ça la transition. Mais la transition se fera obligatoirement avec les hommes et les femmes des territoires. Le conseil départemental qui prévoit de lancer un nouveau centre de conservation à proximité de l'Historial au Luc-sur-Boulogne afin de repenser l'avenir de l'Historial qui a tout de même 16 ans. Allez, on passe à la chronique asso. Et Colline Davy nous emmène aujourd'hui au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la rencontre de Denis Maillet et Daniel Marchal qui s'occupent d'une association d'accueil de réfugiés. Le but, c'est de les accompagner pour qu'ils trouvent logement, travail ou encore établissement scolaire et les aider également pour les démarches administratives. Mais écoutons-les en parler bien mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on retrouve l'association des réfugiés au pays de Saint-Gilles. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Donc l'association Accueil des réfugiés au pays de Saint-Gilles, une association qui a été créée en 2016, qui s'est fixée pour mission, c'est d'accompagner tous les gens qui ont quitté leur pays et qui sont en situation très précaire. Ils sont soit des réfugiés, soit ils sont en demandeurs d'asile, soit dans des statuts des fois encore plus flous. Et on s'est fixé pour mission de tout faire pour leur donner un statut et puis qu'ils puissent manger, qu'ils puissent avoir un logement, tout ça. Voilà notre mission principale. Et pour en parler plus concrètement, on retrouve Daniel qui est membre de l'association. Alors c'est quoi exactement les missions au quotidien ? Alors au quotidien, c'est l'accompagnement surtout au niveau des dossiers, des démarches auprès de la préfecture, auprès de l'aide sociale à l'enfance, monter des dossiers, prouver la minorité, notamment pour les mineurs, ce qui n'est pas facile du tout. C'est aussi trouver le plus vite possible pour une bonne insertion, soit une école pour ceux qui veulent faire des études, soit un patron pour avoir un travail. Et on peut se louer que ça marche bien jusqu'ici, c'est-à-dire que les trois que j'ai accompagnés notamment, pour l'un, après avoir démarré avec un CAP,
se trouve cette année en école d'ingénieur. Un autre a un emploi parce qu'il veut faire, il a été formé par une entreprise pour faire du dépannage à domicile de petits appareils électroménagers. Il a donc réussi son stage et il a maintenant un CDI. Et le troisième vient d'avoir un contrat de travail de 6 mois. Donc que du bonheur pour finir, mais beaucoup de travail. Et donc il nous manque des bénévoles. Alors, il manque des bénévoles en effet, mais pas n'importe lesquels, si j'ai bien compris. Oui, des bénévoles, nous en avons une 50aine d'adhérents, mais c'est principalement des bénévoles très engagés sur la partie administrative. C'est complexe, c'est long et c'est usant. Donc, en fait, nous souhaiterions avoir des personnes qui s'engagent pour vraiment accompagner des personnes qui arrivent, voilà, principalement. Et il y a aussi le problème du logement ? Oui, alors ça c'est le problème le plus récurrent, le plus complexe, c'est que nous manquons cruellement de logements, ça n'évolue pas vraiment. Et ça c'est un des points les plus compliqués à gérer et actuellement le plus restrictif dans l'accueil. Eh bien vous avez compris, si vous pouvez aider l'association d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Et moi je vous laisse, je vais essayer d'apprendre des nouvelles langues auprès d'eux. Si l'accueil des réfugiés ukrainiens est celui auquel on pense en premier, il y en a eu très peu puisque dans leur cas, l'association Vista leur était consacrée et qu'ils bénéficiaient d'un statut clair. L'association accueille des personnes réfugiées politiques, fuyant la guerre, réfugiés environnementaux ou encore économiques, bref tout le monde à partir du moment où ils viennent légalement. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et on va rire aujourd'hui puisque l'émission Backstage reçoit Victoria Pianasso du tremplin du festival L'air d'en rire. La jeune humoriste est avec son spectacle Reste simple. Du coup, moi, ça fait 1 an que je joue ce spectacle. J'ai commencé je devais commencer au moment du Covid. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Et du coup, juste avant, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai pas du tout commencé par le théâtre. J'ai fait une école de commerce, puis j'ai commencé pendant cette école à me dire « Oh, je ferais bien du théâtre ». D'accord. Et tu t'es orienté vers une école sur Paris ? Voilà. Là, mes parents m'ont dit « Tu vas quand même terminer ton école de commerce ». J'ai fait « Ok ». Les parents, souvent sur école de commerce, ils disent « Ce serait bien que tu finisses un petit peu ». Ouais, parce qu'on a quand même un peu investi. J'ai fait « Ok, pas de problème ». Du coup, j'ai terminé. Et là, je me suis dit « Je ferais bien quand même un peu de théâtre ». Et j'ai cherché, mais je voulais pas faire du théâtre classique. J'avais quand même cette envie d'être seule sur scène. J'étais attirée vraiment par le one-man show, j'en regardais beaucoup. Donc j'ai commencé à regarder des cours juste de théâtre et je suis tombée sur une école qui s'appelait l'école du one-man show. Bon. Sur Paris ? Sur Paris, exactement. Il y en a très peu ? À l'époque, en tout cas, il y en avait très très peu. Il y en avait presque qu'une qui s'appelait l'école du one-man show que j'ai faite en 2 ans. Sur 2 années. Sur 2 années, exactement. Sur une filière un peu professionnelle. Il y avait des cours du soir, mais moi, j'ai voulu vraiment me lancer à fond dedans parce que j'avais jamais fait de théâtre. Et cette école m'a permis quand même d'avoir des bases. Ils nous donnaient des cours d'impro, ils nous donnaient des cours d'écriture, mais ils nous donnaient surtout encore des cours de technique, placer son regard, porter sa voix, apprendre à se mouvoir sur scène. On avait des cours d'interprétation pour vraiment, moi, j'avais jamais appris à interpréter un texte, appris à ressentir une émotion sur scène, à pouvoir. Donc il y a différents intervenants qui sont exactement. sur cette On avait formation. différents intervenants et c'était très très enrichissant. Et là, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs dans le cadre de cette formation et après, j'ai écrit mon spectacle. Et quand on démarre l'écriture d'un premier spectacle, de quoi on s'inspire finalement ? Enfin, toi, qu'est-ce qui te... En tout cas, moi, je me suis inspirée j'ai puisé dans ce que je vivais, dans ma vie quotidienne, de ce que j'ai fait un sketch sur la Poste, par exemple. C'est banal comme sujet. Mais au final, quand je commence à le faire, je vois que ça touche quand même beaucoup de gens. Oui. Des problèmes avec la Poste. C'est très très banal, mais ça touche quand même beaucoup de gens en France. Un petit avant-goût, l'intégralité de l'émission est à voir sur TV Vendée aujourd'hui à différentes heures de la journée. Ça y est, c'est le moment de passer à notre grand jeu.
Un jeu très simple finalement quand on y pense. Il s'agit de répondre à une question. Notre question de la semaine, la voici. Qui est le parrain du nouveau bateau d'Arnaud Boissière, qui a le bateau de l'ami Caline, bateau qui a été inauguré la semaine dernière. Pour vous aider, j'ai un indice. L'indice, le voici. C'est un ancien sportif professionnel. Et je vais encore plus vous aider en vous donnant l'indice d'hier, qui était « Il n'a rien à voir avec le monde de la voile ». Alors, qui est le mystérieux parrain de ce bateau, l'ami Caline? Pour répondre, il suffit de nous envoyer votre réponse dans la rubrique « Jouer » sur notre site internet tvvendée.fr. Et à gagner cette semaine, c'est notre partenaire La Route du Sel qui nous l'offre. Il s'agit d'une invitation canoë sympa pour 2 personnes. Attention, il n'y aura qu'un seul gagnant cette semaine, alors n'hésitez pas à jouer. On peut féliciter nos gagnants de la semaine dernière. Il s'agit d'Odile Turcot de Angles et de Richard Guilbeault du Poiré-sur-Vie. Ils remportent tous les deux un pass pour 2 personnes pour aller voir un match du VCB. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus et il est temps pour nous de refermer cette page de matinale. J'aurai le plaisir quant à moi de vous retrouver tout à l'heure à 12h30 pour un tout nouveau journal d'actualité. D'ici là, passez une très bonne matinée et à tout à l'heure.